Y a-t-il quelque chose encore à dire? Peut-être. En tout cas, je voudrais remercier Xavier Moreno, d'abord d'avoir créé le CEREME, parce qu'on voit bien que c'est un organisme qui peut, et je le souhaite de tout mon cœur, peser sur notre destin national. Bravo pour le travail qui est conduit, et en particulier d'avoir réussi à faire produire une étude, un projet tel que le rapport Berger, qui évidemment doit devenir un point de débat important pour infléchir ce qui est écrit politiquement. Comme tout a été dit, je vais essayer de vous parler d'autre chose. Je crois que le débat qui nous anime doit viser à dépassionner, dépolitiser, rationaliser et assainir les échanges. Tout à l'heure, on a rappelé qu'au tournant du millénaire, la France disposait d'une électricité fiable et bon marché. Aujourd'hui, nous sommes menacés de blackout et les prix s'envolent. Et ils n'ont pas fini de prendre de la hauteur. Que s'est-il passé? Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là? La réponse est politique et idéologique, et c'est peut-être dans ce domaine, car un otorhinolaryngologiste rentré tardivement dans la vie publique ne va pas donner la leçon à tous ceux aussi compétents que vous êtes dans le domaine de l'énergie et de l'électricité. Mais par contre, j'ai observé pendant quelque temps comment se prenaient les décisions, comment on infléchissait la politique dans quelque domaine que ce soit, et nous allons parler de l'énergie. En réalité, l'idéologie qui gouverne cette mauvaise direction qui a été prise, c'est une idéologie puissante, c'est l'idéologie antinucléaire, qui est née après la Première Guerre mondiale, sitôt après la Première Guerre mondiale, et qui s'est développée progressivement et qui est devenue le mantra, le centre de l'action d'organismes internationaux très puissants, qui sont des organisations non gouvernementales, qui ont trouvé avec l'antinucléarisme un moyen de fédérer beaucoup de monde et d'obtenir surtout beaucoup de moyens, car ces organisations sont extrêmement puissantes financièrement. Mais cette idéologie a également, bien entendu, prévalu en France. C'est une idéologie qui est souvent confondue avec une aversion vis-à-vis du système productiviste, du système consumériste, du système capitaliste. Et il y a une sorte de flou, de frontières très incertaines entre ces différents mouvements d'idées. Toujours est-il qu'en France, cette idéologie, portée par des ingénieurs de renom, que certains connaissent ici, qui travaillaient au CEA notamment, ont pénétré d'abord des organismes qui étaient prétendument là pour économiser les énergies, et ensuite ont pénétré le ministère de l'Environnement, ministère auquel on a eu la mauvaise idée, en 2007, de confier la compétence sur l'énergie, qui préalablement, bien entendu et logiquement, relevait de l'industrie. Les décisions qui ont été prises, toujours sous la pression du lobby antinucléaire, très puissant, peuvent peut-être se résumer à quelques dates. D'abord, 1997, c'est la croisade contre Superphénix, le surgénérateur, contre le nucléaire durable, contre finalement ce qui est la bête noire des antinucléaires, c'est-à-dire l'aboutissement du développement d'une filière qui devient quasiment inattaquable sur le plan notamment environnemental. Cette première victoire des antinucléaires, elle est obtenue avec des complicités, y compris au sein du gouvernement. Je pense à Mme Corinne Lepage, puis à Mme Voynet, et qui vont, avec l'alliance entre Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste, composer une majorité imprévue, improbable, qui s'appelait la gauche plurielle. J'ai siégé à ce moment-là à l'Assemblée. Je me souviens, mais que je n'avais pas conscience de ce qui était en train de se passer, de ces temps assez surprenants. Yves Cochet, d'abord Dominique Voynet, puis Yves Cochet, sont des ministres militants antinucléaires qui vont occuper la responsabilité pendant
toute une législature, ils engagent déjà des mesures en faveur des énergies renouvelables avec un coût extrêmement important pour les finances publiques. Arrive la suite. La date la plus importante, à mon avis, c'est 2007, quand on fait passer, parce que le candidat Nicolas Sarkozy avait signé le pacte écologique de Nicolas Hulot. En 2007, ce pacte étant signé, il faut ensuite faire le Grenelle de l'environnement, qui va être une date importante, très défavorable à la filière. Il y a autour de la table toutes les ONG antinucléaires. Il y a comme ministre et un directeur de cabinet de ce ministre des personnalités qui sont assez, pensent-elles, consensuelles, mais lorsqu'il s'agit de grands choix industriels, stratégiques, vitaux, ce qui doit prévaloir, c'est l'intérêt du pays. Ce ne sont pas des compromis politiques et idéologiques. Et c'est là que l'on va voir, encore une fois, se conforter une politique en faveur du développement des énergies renouvelables. Là encore, la France ne défend pas son avantage nucléaire, son avantage climatique, on l'a vu tout à l'heure, brillamment développé à Bruxelles, et ce paquet énergie-climat, où la France se voit imposer le développement des énergies renouvelables contre son intérêt, et finalement ne développe plus son parc, faisant fi des recommandations du président de l'ASN. D'ailleurs, tous les présidents de l'ASN, depuis 2007, depuis André-Claude Lacoste, ont répété au gouvernement qu'il fallait ménager des marges de sécurité de production pilotable au cas où surviendrait un incident générique. Et l'incident générique dont il a été question tout à l'heure, il était prévisible, il devait être pris en compte, il ne l'a pas été, les politiques sont responsables. Et là, j'en arrive, ou j'en parlerai peut-être tout à l'heure, d'ailleurs ce sera plus clair, au lobby pro-énergie renouvelable et antinucléaire, car c'est évidemment un amalgame, et le mot convient particulièrement, nous le verrons aussi tout à l'heure. Donc, nous avons là, pendant ce quinquennat, toute une série de décisions qui, malgré tout, engagent la France sur une mauvaise voie, et arrive 2012, où il y a un accord politique entre Europe Écologie Les Verts et le Parti socialiste, et François Hollande qui annonce « je fermerai Fessenheim », il y aura un plafonnement, etc. Donc les mesures vont être prises successivement, je n'y reviendrai pas. Finalement, François Hollande ne fermera pas Fessenheim, mais il y aura des textes complètement délirants dont on a parlé, la loi énergie-climat, la loi pour la transition énergétique, la croissance verte, la PPE, où l'on prévoit dès 2025 d'avoir seulement 50% de nucléaire. C'est absolument délirant. On voit bien que la place des scientifiques, des ingénieurs, autour des personnalités de l'exécutif qui prennent les décisions, la place de ces ingénieurs, le corps des ingénieurs de l'État a fondu, et il a été remplacé par des juristes et des idéologues sous influence. Arrive 2017, et 2017, eh bien, c'est Emmanuel Macron, le candidat, qui reprend le programme de François Hollande. Et peut-être que pour qu'on identifie les gens qui sont particulièrement actifs, ou qui ont été, et qui peuvent être encore particulièrement actifs contre la filière, il faut citer quelques noms. Il y a là, dans les personnalités politiques qui ont rejoint Emmanuel Macron, alors candidat, un certain Arnaud Leroy, qui est passé du Parti socialiste à la Macronie, au soutien d'Emmanuel Macron, et que l'on va voir ensuite nommé président de l'ADEME. Il y a Pascal Canfin, qui est passé d'Europe Écologie Les Verts après avoir été dirigeant du WWF, une ONG particulièrement militante et particulièrement antinucléaire. Pascal Canfin sera récompensé de son ralliement en étant député européen et président de la commission environnement au Parlement européen. Et je vous invite à regarder exactement ce qu'a fait cet individu, et notamment dans l'approche sur la taxonomie, où les coups bas contre le nucléaire et les encouragements au gaz sont absolument évidents. Mais il a un rôle important, et il est une personnalité influente qui est souvent présente et souvent interrogée sur les plateaux. Il y a François de Rugy, qui va devenir président de l'Assemblée nationale et ensuite ministre de l'Environnement, et qui, vous le savez, a modifié beaucoup de procédures, simplifié, disait-il, des procédures. Et puis il y a un certain Nicolas Hulot, qui est un antinucléaire viscéral,
qui, pour être séduit, a certainement exigé que l'on aille très loin dans les coups portés à la filière nucléaire. En réalité, depuis 25 ans, c'est pendant 18 années que le ministère de l'Environnement a été entre les mains de ministres militants ouvertement anti-nucléaires. A-t-on mis des généraux particulièrement ambitieux au ministère de la Défense? On voit ce que donne de mettre un avocat pénaliste à la justice. Les dégâts qui ont été faits par ces choix stupides, sont extrêmement lourds. Alors, pendant ce quinquennat, malheureusement, il y a eu la fermeture d'Astrid, alors qu'il eût fallu consulter le Parlement, donc c'est un abus de pouvoir caractérisé. Il y a eu la fermeture des 2 réacteurs de Fessenheim, le report sans cesse plus loin du lancement des EPR2 que EDF réclame. Et puis il y a eu, et ça ne date pas de ce quinquennat, ça avait commencé avant, il y a eu des nominations. Des nominations, cher André Merlin, à RTE, qui n'étaient pas des nominations sur compétences ou expérience de praticien, mais des nominations, permettez-moi de vous dire, ça au moins je connais, des nominations politiques. Avec François Brottes à RTE, qui était un militant qui avait rejoint effectivement Macron et qui a complètement coupé les relations avec la rationalité, la sûreté, et RTE n'a plus tenu compte d'un certain nombre d'avertissements. J'ai parlé celui de l'ASN, mais il y a aussi le calcul qui est pris sur le manque de production des énergies éoliennes. Les Allemands comptent qu'on peut descendre à 1% des puissances installées avec l'éolien. Eh bien, M. Brottes s'est assis là-dessus, a compté, je crois que c'est 10%, ce qui est évidemment pratiquement chaque année, même chaque semaine, mis en contradiction. Et son successeur, Pieszczek, a été, lui, celui qui a tenu le porte-plume de la loi climat-énergie. Donc il ne faut pas vous étonner, mon cher Xavier, que, ma foi, le rapport RTE, dont je partage avec vous la critique, elle n'est pas que le travail à l'intérieur a été mauvais, non, c'est un rapport politique qui répond à une commande politique, où le pouvoir politique se rend compte qu'il est en train de conduire la France droit vers le blackout et est en train d'essayer d'opérer une manœuvre pour limiter les dégâts. Mais tout ça, je le dis, je le pense, relève de la Cour européenne, de la Cour de justice de la République. Là, quand on additionne toutes ces trahisons, et le mot est adapté, puisqu'il s'agit des intérêts supérieurs de notre pays, conduites par des organisations qui ont su infiltrer, c'est un véritable entrisme à l'intérieur des services de l'État, et en particulier d'un ministère, tout cela mérite quand même d'être rappelé. Pour simplement rappeler au bon sens et à leur responsabilité ceux qui sont aujourd'hui aux manettes et qui vont le rester pendant, en principe, 5 années. Je pense au président de la République et aux élus qui vont être placés devant ces responsabilités. Avant de conclure, je voudrais juste vous dire 2 mots de ce lobby qui a été évoqué tout à l'heure, qui a été désigné sous la forme d'un cartel. Oui, je pense que c'est une forme de cartel qui regroupe d'abord des idéologues et quelques idéalistes, ensuite des industriels qui fabriquent les machines que l'on importe, éoliennes et panneaux solaires, et enfin les gaziers et les financiers. Les gaziers, parce que quand on fait du renouvelable, évidemment, il faut doublonner tout ça avec du gaz, et les financiers, parce que, comme Xavier vient de nous l'expliquer très clairement, un produit dont l'investissement est couvert en grande partie par un emprunt et qui va produire de façon garantie, à un prix garanti sur une durée garantie, ma foi, c'est pour les gestionnaires de fortune un produit qu'ils vont conseiller à leurs clients. Moi qui habite à côté de la Suisse, je peux vous dire qu'ils ne s'en privent pas. Enfin, pour conclure, je voudrais vous dire que rien n'est perdu. Et que rien n'est perdu, on l'a vu avec la création du CEREME et le travail formidable que vous conduisez, mais vous pouvez aussi, chacun d'entre vous, vous adresser à ceux qui décident de notre avis. Car si l'Allemagne nous a porté de très mauvais coups, c'est d'abord en France, je viens de le dire, que nous n'avons pas fait le job. Et si la France avait défendu son avantage nucléaire,
si elle l'avait développé en France, si elle l'avait défendu à Bruxelles, si elle avait fédéré plutôt les pays favorables au nucléaire, nous n'en serions pas là. C'est toujours facile de dire que Schröder a trahi, c'est vrai, d'une certaine façon, quand on voit son cursus en Russie. C'est toujours facile de dire que Merkel, pour des raisons purement politiques, a décidé de faire sortir du nucléaire l'Allemagne à la fin 2022. Mais nous sommes Français et nos problèmes nationaux, comme nos intérêts à Bruxelles, c'est à nous de les défendre. C'est à nous d'opérer une communication en direction des médias, un travail en direction du monde pédagogique, éducatif, sur le climat, sur l'énergie. Finalement, la France a un atout fabuleux. C'est la France qui est leader quant aux émissions de gaz à effet de serre par habitant, et de très loin, en Europe et dans les pays du G7. Aujourd'hui, et c'est la réalité, le problème climatique est majeur. On voit bien, et tout à l'heure la question du climat a été évoquée, c'est vrai qu'il a fait plus chaud sur la Terre qu'aujourd'hui. Sauf que l'accélération du réchauffement, ou la vitesse du réchauffement, elle est entre 50 et 100 fois plus rapide qu'elle n'a jamais été observée dans les analyses sur les carottes glaciaires. Donc il est de notre responsabilité d'approcher l'exécutif, de harceler l'exécutif par tous les moyens sur ses propres responsabilités, sur l'explosion des prix et le manque d'électricité, car nous sommes, André Merlin nous l'a rappelé, nous sommes au bord du blackout, et l'hiver prochain est très incertain sur ce point, au moment où les Allemands, d'abord, ont pris des décisions de ne plus exporter d'électricité ici du charbon, et deuxièmement, vont finir de fermer leur parc nucléaire. Aujourd'hui, nous ne tenons, au moment des demandes de pointe, que par les importations. Donc, voir et harceler l'exécutif, voir et harceler les élus, parce que les élus, en particulier sur les territoires où il y a des installations nucléaires de base, mais bien au-delà, ou bien des électro-intensifs, sont tous concernés, c'est leur responsabilité. Et je pense que rien n'est jamais perdu. Il ne faut pas oublier que la France doit certes reconstruire sa filière nucléaire, mais elle doit surtout s'occuper du CEA, qui a été en interne carrément torpillé par des gens dont le carriérisme prévalait sur les intérêts supérieurs du pays et ont considérablement affaibli le CEA, avec en particulier l'abandon par la France de la perspective du nouveau nucléaire, pas les EPR2. Le nouveau nucléaire, c'est-à-dire la fermeture du cycle, la 4e génération, qui bien entendu s'imposera dans le monde lorsque les différents pays du monde seront confrontés aux conséquences du réchauffement climatique et à leur incapacité de se sevrer des énergies fossiles, et qu'ils verront que les énergies renouvelables ne répondent pas de façon suffisante et partout aux problématiques, eh bien, il y aura un choc nucléaire, comme on a eu un choc pétrolier, qui d'ailleurs avait été à l'origine de la magnifique aventure française du nucléaire. En conclusion, je voudrais remercier Xavier Moreno et le CEREME, vous féliciter de votre travail et vous dire que rien n'est jamais perdu, mais que tout est politique.